Alors, me revoilà assez vite parce que... Nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet délicat, épineux, soumis à la critique ou peut-être que je risque de me faire cancel, enfin j'en sais rien. Grenade, Mais en grenade! tout cas on va essayer de trouver des pistes de réflexion sur la question des incels et surtout on va essayer de répondre à la question de David Fincher qui ne comprend pas ou qui déplore l'adulation en tout cas du personnage de Taylor Durden dans Fight Club. Alors je vous invite Tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. à regarder l'article suivant du 20 minutes et on va essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, le réalisateur n'arrive pas à concevoir qu'on puisse voir une figure positive dans le personnage qui est incarné par Brad Pitt. Alors, donc comme on l'a dit, Tyler Durden qui est donc un modèle et qui a suivi les mouvances d'extrême droite Nique ta mère. anglo-saxonne, parmi lesquelles on compte beaucoup d'incels, c'est-à-dire des célibataires involontaires qui tiennent les femmes en particulier pour responsables de tous leurs maux. Alors, on va commencer par lire l'article, on va un peu analyser et je vais vous donner ensuite, parce que j'ai déjà écrit un petit peu moi mes pistes de réflexion sur le fait pourquoi il y a de la violence masculine et beaucoup de frustration masculine dans cette société. Et on va voir un petit peu pourquoi, du coup, effectivement, il y a une adulation pour Fight Club. Le personnage incarné par Brad Pitt est une référence incontournable pour ceux qui s'identifient à ces hommes blancs qui, après s'être rassemblés autour d'un cercle de combat libre, forment une sorte de groupe paramilitaire en vue de précipiter l'effondrement de la société capitaliste. David Fincher, qui a réalisé le film culte en 1999, trouve cela particulièrement désolant. Je ne suis pas responsable de la façon dont les gens interprètent les choses. Ça, pour le coup, il a raison. Le langage évolue et les symboles également. Et oui, la culture évoluant, et vous pouvez évidemment faire quelque chose 40 ans avant et être approprié par des événements 40 ans après, et 40 ans auparavant, vous n'y avez pas du tout pensé à cette éventualité. Donc ça, je suis sûr que c'est réel. On n'a pas fait ce film pour eux, mais les gens verront toujours ce qu'ils auront envie de voir dans un tableau de Norman Rockwell ou dans le Guernica de Picasso. Tout à fait. C'est d'autant plus désolant qu'aduler ce rôle est à l'opposé total du propos du long métrage. C'est impossible pour moi d'imaginer que les gens ne comprennent pas que Tyler Durden est une influence négative. Les gens qui ne peuvent pas comprendre ça, je ne sais ni comment leur répondre, ni comment les aider. À la fin du film, qui est suffisamment connu pour ne plus faire l'objet d'un divulgachage, donc un spoil, le personnage de Tyler Durden se révèle être une hallucination du protagoniste campé par Edward Norton, le produit d'une psychose qui laisse alors planer le doute sur la réalité même de l'apothéose du film où l'on voit le siège de grande banque s'effondrer. Une psychose qui rappelle celle de ces groupes d'extrême droite qui craignent l'anéantissement de l'homme blanc, d'où cette récupération. Parler du grand remplacement, moi je suis toujours un petit peu pragmatique par rapport à cette idéologie. Pour moi, le grand remplacement, il existe si mathématiquement il n'y a pas de renouvellement suffisant de ce qu'on pourrait appeler l'homme blanc. Voilà, tout simplement. Si c'est inférieur au renouvellement, il y aura un grand remplacement. Si c'est supérieur, alors dans ce cas-là, il n'y en aura pas. Voilà, c'est assez facile à comprendre. Bon, ce n'est pas le sujet. On va essayer de comprendre pourquoi il y a ceci, en sachant que aujourd'hui, d'autres articles, pourquoi malgré MeToo, le sexing programme chez les moins de 35 ans, donc on est surtout sur la jeune génération. Donc par exemple sur cet article, le Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes a publié son rapport annuel sur les états des lieux du sexisme en France, 5 années après MeToo et Balance ton porc. Les idées et comportements sexistes seraient en progression chez les moins de 35 ans, encouragés par les mouvements masculinistes et de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux. Et selon Marianne Bernard, pour contrer cette montée d'idées réactionnaires, il vaut mieux réguler les réseaux sociaux et former des professionnels à intervenir dans les écoles. Ah ouais? Oh bah ça alors. Tiens donc, nous y voilà. Sans blague. Ok, on y reviendra sur la dernière parce que je proposerai moi mes
solution, parce que je critique, mais je propose. Et puis, bien évidemment, on a l'idéologie masculiniste s'est développée grâce aux algorithmes. Ce qui est vrai, mais ce qui est aussi vrai pour le féministe extrémiste aussi. Hein, c'est pas qu'une question de masculinisme. Donc, on va voir un petit peu le problème à tout ça. Bien, alors, je vous encourage de venir au tableau et d'essayer de comprendre les choses. Alors, la première chose qui est problématique, c'est ces deux choses qui sont le féminisme, on en reviendra parce que c'est la volonté d'avoir une égalité, mais on verra que l'égalité est assez et disons est placée d'une manière qui dessert autant les hommes que les femmes d'ailleurs, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Et on va commencer par la dégradation de la masculinité, et ça c'est une des premières choses à bien comprendre, c'est que en fait aujourd'hui être un homme c'est avoir ce qu'on appelle une masculinité toxique, c'est-à-dire que chaque comportement masculin est aujourd'hui décrié comme quelque chose de négatif, comme si être un homme c'était être un violeur, être un agresseur, vouloir tout savoir, bref, vous aurez compris, c'est être un homme égale être un oppresseur. Et donc tout ce qui est attrait des valeurs masculines est considéré comme quelque chose de très négatif, a contrario les valeurs féminines, en tout cas des valeurs qui sont beaucoup plus féminines que masculines, sont au contraire mis au devant de la scène et considérées comme étant ultra positives. Et donc forcément, quand vous grandissez dans un environnement, vous vivez dans un environnement où votre être, parce que ça reste une identité, votre être est indépendamment de ce que vous faites de bien d'ailleurs. Juste le fait d'avoir un pénis entre les jambes fait de vous une personne affreuse. Eh ben, on impacte directement l'estime de soi des individus, on impacte bien évidemment, on attaque l'intime de ces personnes et on crée des troubles de l'estime de soi, des troubles dépressifs, et bien sûr, les personnes qui sont un petit peu en fragilité, et ça a été encore plus le cas post-confinement, d'ailleurs les résultats montrent que tous ces contenus sont consommés et ont explosé post-confinement, et ben on a des individus qui sont fragiles, qui essayent de comprendre pourquoi ils sont si mauvais, entre guillemets, et il y a des gens qui vont évidemment utiliser ça pour un business, il y a des gens qui vont utiliser ça pour manipuler et amener ces gens vers des dérives sectaires, et donc forcément ces gens vont développer des comportements toxiques. Logique. Donc, dégradation de la masculinité, et bien évidemment les écrans, les influenceurs, qui vont utiliser des discours extrêmes qui vont amener les gens à se dire mais attends, mais moi c'est pas parce que je suis un homme que je suis quelqu'un de mauvais, et cette personne a raison, et il y aura des discours un petit peu nauséabonds, extrêmes, exagérés. Alors certains ont des discours plus mesurés et plus réalistes, mais d'autres vont utiliser des discours, quand vous regardez la Black Pill ou vous regardez des discours très très masculinistes, effectivement on est sur quelque chose de toxique. Alors la Black Pill aux États-Unis, moi je la comprends, mais le problème c'est qu'en France on n'a pas tout à fait cette culture, donc elle est un peu décalée, et malheureusement c'est que les contenus étant interconnectés d'un point de vue mondial, les cultures s'entrechoquent sans avoir une analyse réaliste et sociologique des choses, et après forcément il y a le deuxième piège qui arrive, c'est les algorithmes des réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous êtes en difficulté. Imaginez, vous êtes un jeune homme, vous êtes en difficulté dans vos relations sociales, vous essayez d'être un peu le nice guy, les femmes vous prennent pour une grosse merde, parce que c'est exactement ce qui se passe, parce que vous êtes le gentil, on vous prend pour un pigeon, vous générez du ressentiment, de la frustration, vous n'êtes pas à l'aise socialement, les gens se moquent de vous, vous souffrez, et quand vous essayez d'exprimer votre souffrance,
on vous dit de grandir, on vous dit que oh ouais, c'est bon, t'es un mec, arrête de pleurer, on te met un coup de pied au cul et essaye de grandir. It's called being a man. To do what you're supposed to do, not what you feel like fucking doing. That's the difference between a man and a fucking child. Bah, vous allez vous tourner vers des gens qui essayent de comprendre votre souffrance. Et là où les discours extrêmes sont très bons, c'est qu'ils ont compris les souffrances de ces personnes-là. Et donc par conséquent, bah, les gens vont se sentir écoutés. Et quand ils vont se sentir écoutés, ils vont développer un lien de confiance. Et ce lien de confiance, bah, vous allez dévorer la parole de ces personnes-là. Alors oui, il y a du vrai dans ce que disent les extrêmes. Mais malheureusement, qui dit extrême dit aussi exagération un petit peu de la réalité. On prend une partie des informations, on occulte les autres des autres points de vue, et on en fait une réalité qui est beaucoup plus intéressante, qui nous fait du bien, parce que le cerveau, par ses biais cognitifs, ses raccourcis pris par le cerveau, pour des raisons évidentes de santé mentale, si le cerveau devait analyser et garder en mémoire consciente toutes les informations qu'il traite au quotidien, on serait complètement détruit tellement qu'il y a d'informations. Et donc, bah, le cerveau préfère garder les informations qui font du bien. Donc, destruction de la masculinité et les écrans, les influenceurs et les algorithmes qui participent à ça. D'ailleurs, les algorithmes, je vous propose de regarder ma vidéo sur le cas de Russell. D'ailleurs, Molly Russell, cette jeune demoiselle qui a mis fin à ses jours à cause des algorithmes, justement sur les troubles d'estime de soi, la dépression et les contenus suicidaires. Et vous verrez qu'à partir du moment où vous êtes en incapacité de suivre des contenus avec des idées opposées, vous finissez par tomber dans une bulle informative algorithmique et vous ne pouvez plus vous en sortir. Votre téléphone vous espionne, votre téléphone vous écoute. Si en plus vous avez tendance à raconter votre vie, ce que tous les gens font, votre téléphone va pouvoir comprendre aussi votre mentalité, votre santé mentale et va vous proposer du contenu en adéquation. Donc l'objectif de ces entreprises, c'est de capter votre attention. Pour ça, ils utilisent un outil qu'on appelle un algorithme. L'objectif, c'est de créer celui qui identifiera le mieux vos préférences et vos habitudes pour vous donner le meilleur contenu possible. Et surtout, celui qui fera que vous serez attentif et que vous resterez sur l'application. Il suffit de voir, vous faites larguer par votre conjoint, votre conjointe, vous allez vous exprimer auprès de vos amis, votre téléphone il est là, il vous entend, vous allez aller sur Insta, sur TikTok, ce que vous voulez, vous allez avoir tout d'un coup l'algorithme qui va vous faire popper des contenus, apparaître des contenus de rupture amoureuse. Et si vous continuez à cliquer, liker, etc., vous allez vous mettre dans une posture très compliquée à gérer pour la suite. Ensuite, alors ça c'est hygiène de vie, ce que l'on mange, notre mode de vie, c'est-à-dire le manque de sommeil, l'usage excessif des écrans amène, et d'ailleurs tous les polluants, amènent les hommes à avoir une baisse de la testostérone. Et ça, d'un point de vue biologique, la baisse de la testostérone a un impact. Je vous encourage d'aller voir ma vidéo justement sur la testostérone pour comprendre un petit peu l'impact. Ben, ça amène des troubles dépressifs, des comportements masculins en baisse. Vous allez me dire, bah oui, il y a moins d'agressivité. Alors, sur le papier, oui, et il y aurait moins d'agressivité, mais ça ne touche pas tous les hommes. Ça touche les hommes qui sont déjà en fragilité, qui sont déjà dociles. Les hommes qui harcèlent dans la rue, ou ceux qui sont de cultures différentes, beaucoup plus violentes, ces hommes-là, ils ne sont pas impactés par les discours féministes. Hein. Ils ne sont pas impactés par les chutes de testostérone. En tout cas, moins que les hommes plus dociles. Donc, vous allez en fait avoir un problème, c'est que vous allez avoir des hommes soja et des hommes qui ne pourront plus aussi avoir cette notion de vouloir avoir envie de pourvoir et de protéger. Ça n'existera plus. Donc, les hommes vont devenir égoïstes, flasques, tout mou, plus de galanterie, plus de chevalerie, plus envie de travailler, plus envie de construire la société. Et on le voit beaucoup dans la génération Z, qui sont des hommes qui sont très solitaires, qui ont la flemme, qui n'ont pas envie de travailler. Parce que pourquoi faire, au final ? Il n'y a pas la reconnaissance et le rendement qui va avec. Donc, hop là, ça dégage. Ensuite,
et ben forcément les discours féministes extrémistes qui rejettent tout sur la gueule des hommes. Les hommes sont des connards, les hommes sont des êtres abominables. Il s'agit vraiment de les démasculiniser. C'est à cause d'eux qu'il y a tant de violence, c'est à cause d'eux que les femmes sont malheureuses. Ensuite, vous avez les discours féministes avec le hashtag homme capable, c'est-à-dire l'homme qui doit être galant, macho mais pas trop, l'homme qui doit être à l'écoute de sa compagne, qui doit l'emmener en voyage, qui doit l'emmener dans les meilleurs restaurants, qui doit faire plus d'1m80, qui doit être musclé, qui doit... Toutes ces choses-là qui font que... Tous ces délires instagrammables qui amènent à ce que, en fait, 99,9% des hommes ne remplissent pas ces critères. Donc, d'ailleurs, il y a même eu, chez les Américains, je vais regarder sur mon ordi parce que ça me fait énormément rire, c'est le IGOT Standard Bro qui calcule sur la population américaine le niveau de désillusion féminin par rapport aux hommes existants sur la population américaine. Alors imaginons, on prend des hommes âgés de 20 à 40 ans, on exclut bien évidemment les hommes mariés. Ensuite, ça, l'ethnie, on va laisser là. Et puis on va mettre au-dessus d'un mètre de 6 pieds, ce qui veut dire 1m82, 83. Et bien évidemment, avec des revenus à... ça ferait combien à peu près? Plus de 10 000 euros? Ouais, donc 160 000 dollars annuels. Et on essaye de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Et bien, chez la population américaine, bien évidemment. Et encore, j'ai pas exclu l'obésité. Hein. J'ai pas exclu l'obésité. Donc, voilà, par exemple, pour toutes les femmes qui voudraient avoir un homme célibataire, j'ai pas mis de couleur préférence, plus d'1m82, le poids, j'ai pas mis, mais si on mettait fit, ça serait encore pire, et qui gagne, évidemment, plus de 10 000 euros par mois, et ben voilà, en tout cas aux États-Unis, votre chance de trouver un homme serait 0,2%. Voilà. Ce qui fait que en réalité, il faudrait que vous, mesdames, vous soyez du top 1%, sauf qu'aujourd'hui, les femmes n'ont plus grand-chose à offrir, si ce n'est que leur physique, en tout cas, ce qui est promu aujourd'hui. Et donc forcément, vous avez des hommes qui comprennent pas pourquoi il y ait cette notion d'égalité, alors que on demande toujours plus avec ce hashtag homme capable. Vous avez, et ça, c'est à mon avis, c'est le pire de tous, c'est l'éducation, les pertes de valeur qui sont amenées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au nom de l'égalité, on va mettre des balles dans les jambes des hommes pour que les femmes puissent jouir de cette égalité. Le problème de l'égalité, c'est qu'évidemment, dans une société comme la nôtre, il doit y avoir une égalité entre les hommes et les femmes. C'est sûr, mais l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes est un mythe, est une utopie, elle n'existera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences biologiques, tout simplement. Donc, ce qu'il faut, c'est que l'égalité en droit et l'égalité des chances soient une priorité absolue dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les quotas dans les entreprises où on recrute que des femmes parce qu'au poste de pouvoir, soi-disant, il n'y a pas assez de femmes mais trop d'hommes. En fait, ça nuit, 1, à la compétence, 2, ça nuit à la crédibilité des femmes parce qu'évidemment, quand vous allez avoir une femme au pouvoir, il y a peu de chances qu'elle soit compétente, d'une part, et d'autre part, vous allez vous dire, c'est bizarre, pourquoi je ferai confiance à cette nana, parce que ça se trouve, elle est là uniquement parce que c'est une femme et pas parce qu'elle est compétente. Donc du coup, la crédibilité s'envole. Et puis, ça met énormément de frustration chez les hommes qui vont intensifier la compétition, se pousser, et donc avoir une société plus violente encore. Et encore une fois, les femmes n'y gagneront pas au change. Va y avoir plus de violence dans cette société. Et l'éducation, c'est à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'école, au nom de l'égalité,
On va restreindre en fait le comportement des garçons. On va même surnoter les filles à l'école. Je vous donne d'ailleurs une étude de Camille Terrier, doctorante à la Paris School of Economics, et une étude italienne qui explique qu'aujourd'hui, les femmes, enfin en tout cas les jeunes filles, sont surnotées de 6%, donc les profs surnotent les filles de 6%, pour arriver à une égalité. C'est d'autant plus vrai dans les matières scientifiques parce qu'on veut des égalités hommes-femmes en fait dans tous les domaines. Sauf que ceci ne peut pas arriver, d'ailleurs les Scandinaves ont déjà fait le test, dans les sociétés les plus égalitaires où le féminisme était le plus élevé, et c'est là où il y a eu le plus d'écart entre les hommes et les femmes dans les choix de carrière. C'est-à-dire que c'est en Suède ou en Norvège où les hommes s'orientaient encore plus dans les matières scientifiques ou dans les métiers à connotation masculine, et que les femmes devenaient de plus en plus infirmières ou des choses comme ça, comme quoi chasser le naturel, il revient automatiquement au galop. Il y a une raison pourquoi les hommes s'orientent dans telle carrière et les femmes aussi. Il y a une raison pourquoi les hommes gagnent en moyenne plus que les femmes. Les hommes prennent plus de risques et c'est lié à un attrait biologique qui est la testostérone. Et ça, vous ne pourrez pas y échapper, les hommes sont plus agressifs. Alors, évidemment, on peut éduquer les jeunes filles à ce que on puisse leur dire, écoutez, vous n'êtes pas... c'est pas parce que vous êtes une jeune fille que vous ne pouvez pas faire la carrière que vous voulez. Mais par contre, il faut éduquer les jeunes filles, est-ce qu'elles peuvent avoir la chance de le faire, mais que, attention, dans les milieux masculins, dans le milieu de l'entreprise, c'est un milieu compétitif, et on ne s'amuse pas à pousser les jeunes filles grâce à des quotas, parce qu'après, malheureusement, les femmes sont incompétentes dans le monde professionnel, et elles ne comprennent pas pourquoi elles sont à chaque fois surclassées par les hommes. Parce que tout simplement, on ne les prépare pas à cette situation-là. Et donc c'est ça qu'il faut changer. La valeur, évidemment, des familles est détruite. Les écrans, du coup, devient le premier indicateur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des augmentations du harcèlement, des viols. Pourquoi ? Parce que le porno devient la première éducation à la sexualité chez les jeunes, que ce soit les jeunes filles et les jeunes garçons. Ils se construisent à travers les vidéos violentes. Moi, par exemple, chez les 5e, cette année, j'ai beaucoup de problèmes sur les contenus ultra violents et pornographiques parce que ils sont dans des groupes WhatsApp de classe, ils voient, même sans le faire exprès, des contenus ultra violents et à caractère sexuel. Ils partagent ça entre eux parce que ils veulent comprendre, voir si la réaction qu'ils ont eue, leurs pairs, leurs camarades vont avoir la même réaction. Donc ils partagent ça juste pour avoir une validation des émotions. Ils ont peur de l'adulte, les adultes ont peur d'avoir un discours sur ces thématiques-là, mais ils sont livrés eux-mêmes sur les écrans, et malheureusement, ultra-violence, dérive sectaire et bien évidemment dérive pornographique amènent les jeunes garçons et les jeunes filles à avoir des dissonances cognitives par rapport au féminisme et par rapport à ce qu'ils voient sur les écrans, et un discours d'adulte qui malheureusement pas assez présent, et donc forcément ça renforce les stéréotypes. On revient encore une fois sur les écrans, les influenceurs et les algorithmes, et on a des jeunes qui se déchirent, des jeunes générations qui ont de plus en plus de dérives sexuelles, ou des pratiques sexuelles, je ne dis pas des dérives, mais des pratiques sexuelles violentes, des problèmes de harcèlement, des jeunes filles qui sont de plus en plus vindicatives. J'ai d'ailleurs des anecdotes à vous raconter. Dans plusieurs lycées où je suis intervenu, j'ai eu des gros problèmes avec des jeunes filles qui s'amusaient à créer des climats de terreur sur base de féminisme, juste parce qu'elles voulaient prouver que par excès d'égalité, et parce que en français, et parce que en histoire géo, en éducation civique, on pousse le féminisme à l'école jusqu'à que vous avez carrément des troupes financées par l'État, des associations financées par l'État qui viennent balancer des discours dans les écoles ultra féministes où on discute du genre, où il y a des lobbies LGBT qui intègrent les écoles et qui sont financés en plus, c'est ça le pire.
Et les jeunes garçons sont en fait en permanence inondés de discours féministes où ils vont voir des pièces de théâtre féministes, etc. Et ça crée des dissonances cognitives et les filles, en fait, prennent même pas une égalité, elles prennent le pouvoir. J'avais raconté dans un lycée où une anecdote où dans un autre lycée, des jeunes garçons, et ça je vous parle déjà il y a 6-7 ans, où il y avait déjà des problèmes avec la pornographie et avec les relations hommes-femmes, et des garçons qui s'amusaient à dire, voilà, parce que les clips de rap, parce que les réseaux sociaux, la vision de la femme est très dégradée. Et les jeunes filles en plus regardent ça et en plus chantent ces chansons, c'est ça le pire. La télé-réalité aussi en est vraiment un fléau. Et un jeune garçon du coup dit, les femmes c'est toutes des putes. Et je raconte ça à ce lycée. Et donc, réponse très vindicative, évidemment, de toute l'assemblée. Et j'ai des jeunes filles qui disent, les hommes, c'est tous des chiens, c'est tous des connards. Et j'ai dit, non, On peut pas vous laisser on ne dire peut ça. pas réagir comme ça, parce que c'est qu'une minorité qui réagit. J'ai essayé de mettre de la nuance dans ces propos et d'essayer de décrypter ces situations, pourquoi on en arrive là. Et les jeunes filles ont fini par presque me traiter de misogyne, parce que j'essayais de décrypter les situations et que pour elles, les hommes étaient devenus tous des chiens. Parce qu'elles étaient sur Tinder pour certains, parce qu'elles ont vu des discours féministes extrémistes sur les réseaux sociaux. Et ces jeunes hommes de ce même lycée sont venus me voir et à la fin ils m'ont dit clairement, on n'a pas voulu lever la main, on n'a pas voulu s'exprimer, parce que si on s'exprime en essayant de faire comprendre que la masculinité n'est pas forcément toxique, on y cancel par ces jeunes filles, et ces jeunes filles s'amusent à colporter des rumeurs et à nous cancel, et on finit par subir du harcèlement parce qu'on a eu une autre idée que du féminisme. Et c'est une catastrophe en fait de voir qu'aujourd'hui vous avez des jeunes garçons qui n'osent plus s'exprimer, et ils finissent par se mettre entre eux, manger leur frustration. On leur dit qu'ils ont des privilèges, on leur dit qu'ils sont toxiques, alors qu'en réalité, ils n'ont pas de relation sociale, ils n'ont pas de relation amoureuse, ils n'ont aucun amour de leur père, ils sont souvent seuls. Quand ils sont sur Tinder, ils remarquent qu'ils ont 0 like, et ils n'ont pas accès à la sexualité. Ils sont déclassés socialement. Et donc ça crée finalement la conséquence de cela, surtout que c'est des familles monoparentales, qu'il y a beaucoup moins de familles avec un père, un papa et une maman, donc ça y joue aussi dans l'éducation. On a une souffrance et on a une injustice. Une injustice qui fait que en réalité, on ne prend plus en compte aussi les difficultés des hommes parce qu'elles sont complètement occultées par les discours féministes. Et quand on parle des marchés des rencontres, on a la plainte des femmes qui est que on tombe que sur des connards, on tombe que sur des hommes qui nous harcèlent. Ben oui, parce que justement, vous avez détruit la masculinité. Parce qu'une masculinité maîtrisée, ce sont des hommes justement qui vont être respectueux, qui vont avoir envie d'être là pour aider et qui vont être protecteurs. Et ça, vous ne l'aurez plus en détruisant la masculinité. Et vous n'aurez que le côté malsain de H qui est la destruction, la violence physique. Et la frustration féminine qui va amener aussi une féminité toxique qui est bien évidemment OnlyFans. Ben oui, parce que le côté destructeur de F, c'est d'être une pute. C'est la manipulation psychologique que la justice aura grandement de mal à prouver et à condamner. Et vous aurez en fait des relations entre les hommes et les femmes qui vont être catastrophiques, surtout que l'excès d'écran des influenceurs, le fait qu'à l'école on a du mal à travailler l'empathie, ils vont avoir une absence d'empathie liée à la dopamine, liée au discours extrême, liée au fait des troubles dépressifs, et le fait de ne pas travailler aussi ces émotions-là, vont faire qu'on va avoir des êtres humains planqués sur leur téléphone à vomir leur venin, à se cracher dessus, qui seront aigris, violents, et au final, personne n'y gagnera. Mais personne de chez personne. Les stats Tinder,
sont assez terribles. On est passé d'à peu près 20 millions d'utilisateurs en 2018 à plus de 70 millions. Voilà, hein, mais en même temps, dans la rue, on n'a pas le droit de draguer, donc faut s'y attendre. On remarque que la plupart des gens sont là pour des... 50% sont là juste pour une relation sérieuse. Hein, donc, quand les femmes disent que les hommes sont tous des chiens, ils veulent tous avoir des plans cul, la réalité est non. Pas du tout. Les stats Tinder le disent. La différence entre les hommes et les femmes, donc déjà, 75% des hommes sont sur Tinder contre 25%, ce qui prouve qu'il y a une misère sexuelle et affective chez les hommes. Et pour terminer, comprendre que les hommes ont un ratio de 3% de likes contre 52%, 45% pour les femmes. Quasiment 1 sur 2. Alors que les hommes, c'est 1 sur 40. Les hommes like un profil sur 3, tandis que les femmes like 6% des profils, 1 sur 16. Donc voilà, c'est très simple. Un homme a 2,8% de chance de faire un match sur Tinder, tandis qu'une femme a 35% de chance de faire un match. Donc voilà, ça crée de la frustration, ça crée de la violence. Je vous propose de lire d'ailleurs L'homme tue et la femme rend fou pour comprendre aussi les différences de comportement entre les hommes et les femmes. Ce livre est très intéressant pour comprendre en fait les profils ataviques un petit peu des hommes et des femmes. Et vous vous rendez compte que finalement, l'homme va arriver dans son aspect toxique, il va devenir violent envers lui-même et envers les autres. C'est pour ça que les hommes d'ailleurs sont l'auteur des plus grands nombres de suicides. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer tout ça? Donc, j'ai vu que sur des articles, on va voir ça un petit peu, il y en a, ils veulent expliquer le masculinisme, pourquoi pas, expliquer aussi les comportements radicaux, pourquoi pas, et tout à l'heure on l'a dit, on l'a montré, c'est former des personnels à intervenir dans les écoles. Eh ben oui, on laisse les profs comme ça. Déjà, les parents laissent leurs enfants sur les écrans. Les parents ne sont plus là, parce que les parents sont aussi dans leurs difficultés d'usage excessif, et puis de dépression et de fatigue. Donc pour les enfants, c'est très difficile à accompagner. On est dans une société où il faut aller vite, etc. Les écrans aussi nous amènent à avoir... une espèce d'usage excessif, donc on a moins aussi de temps pour les enfants. Voilà. Ce qui fait que moi j'interviens sur tout ça, mais on nous a mis pas mal de bâtons dans les roues. Donc évidemment, oui, il faut faire intervenir des professionnels formés. D'ailleurs, je vous invite, s'il y a des éducateurs, s'il y a des professionnels de l'éducation nationale qui regardent mes vidéos, appelez-moi, hein, et je vais vous parler des écrans, de l'e-citoyenneté, et évidemment de la sexualité, de la violence, et on va essayer de faire des projets avec les jeunes, et en tout cas de les prévenir, de les sensibiliser à tout ça. Donc ce qu'il faut, c'est d'arrêter de dégrader la masculinité, parce que la masculinité n'est pas toxique, en tout cas elle n'est pas plus toxique que la féminité. On fait évidemment une... sensibilisation sur les écrans et les influenceurs et sur le modèle économique et l'algorithmie prédictive, l'hygiène de vie parce que ça passe par là aussi, avoir de l'empathie, les maîtrises de ses émotions, on fait des cours d'empathie et indépendamment, on arrête les lobbies féministes à l'école, ça c'est terminus. Ça il faut arrêter. Petit disclaimer, le féminisme a ses vertus aussi et il permet de faire découvrir tout un tas de sujets qui étaient invisibles auparavant dans la société. Oui, il y a des choses très importantes, mais ça ne doit pas devenir une guerre des sexes ou bien invisibiliser les difficultés de l'autre partie de la population. Oui, de l'inclusion, oui, de l'égalité, mais on parle de l'égalité des chances et de la citoyenneté et de l'e-citoyenneté. C'est tout. Et on fait des cours d'empathie, on sensibilise au harcèlement, et on donne de l'amour à tout le monde, parce que on n'oublie pas que quand même la majorité des garçons à l'école représentent quand même plus de 80% des punis. Peut-être s'intéresser sur pourquoi les garçons sont si punis et arrêter de mettre cette étiquette d'ange aux jeunes filles, parce que
dans les situations de harcèlement et d'ailleurs de cyberharcèlement surtout, les jeunes filles sont parfois bien pires. Donc voilà à peu près. Donc en fait les incels, oui, ils sont dangereux, on est bien d'accord, ça, il n'y a pas de problème, oui, il faut les combattre. Mais il faut essayer de s'interroger sur pourquoi ça existe, et parce qu'il y a beaucoup de souffrance de la part des hommes, parce qu'il y a beaucoup de misère sexuelle, il y a beaucoup de misère affective, il y a... alors après, je ne sais pas s'il faut prendre en compte cette étude, mais en tout cas, bon, il y a eu des chiffres qui sont sortis comme quoi les hommes devaient travailler 5 fois plus sur leur développement personnel pour avoir une petite amie qui est aujourd'hui 20 fois pire qu'est-ce qu'était leur grand-mère. Donc ils travaillent 5 fois plus que leur grand-père pour avoir une petite amie qui est 20 fois pire que leur grand-mère. Bon, je ne sais pas quels sont les comportements ou les valeurs ou bien les facteurs qui sont pris en compte dans cette étude. Une chose est sûre, c'est que les femmes aujourd'hui offrent moins. Ça, c'est une évidence. Donc, peut-être rééquilibrer les rapports hommes-femmes. Mais c'est pas que les femmes qui doivent se remettre en question. Les hommes aussi doivent se remettre en question. Peut-être qu'il faudrait arrêter, messieurs, de donner autant d'attention et d'être plus exigeants sur le choix de vos partenaires. Et même sur, pas que le choix des partenaires, sur le choix de donner oui ou non du temps et de l'attention sur des femmes qui vous mènent en bateau, qui vous prennent pour des pigeons et qui vous mettent en friendzone où vous n'êtes qu'un pigeon. Il faut se désengager de ces relations-là aussi. Et être plus exigeant. Et savoir se respecter. Parce qu'aujourd'hui, les nanas, certes, elles créent des hommes soja parce qu'elles ont l'impression de se sentir plus à l'aise. Mais surtout, les nanas sont très frustrées parce qu'elles n'ont plus d'hommes qui sont des hommes. Et il va falloir se pencher là-dessus. Réponse à notre David Fincher, pourquoi son personnage est si prisé? Parce qu'il représente une masculinité qui n'existe plus aujourd'hui dans notre société, représentant le pouvoir, l'affirmation, le respect et la reconnaissance. En tout cas, beaucoup de travail à faire. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un like. Je pense que voilà, il y a beaucoup de travail de part et d'autre pour essayer de renouer des vraies relations et ça passe par des relations hors écran. Aujourd'hui, les écrans prennent trop de place. Je peux t'aider en coaching pour ton développement perso, si micronutrition, sur l'usage des écrans, c'est sur Deviens une machine, voilà, rubrique contact, ou bien dans la prestation pour tes coachings. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.